Les biais, dans ce contexte, font référence aux biais cognitifs et psychologiques qui influencent notre perception et notre compréhension des choses. Ils servent à comprendre comment nos croyances et nos idées préconçues peuvent fausser notre perspective. Certains exemples connus de ces biais sont l'effet de halo, l'effet d'autorité et l'effet de confirmation. Ils affectent notre façon de penser et de réagir, que ce soit en tant que praticien ou en tant que patient. Il est important de les connaître afin de pouvoir les reconnaître et les prendre en compte dans nos interactions avec les autres. En termes de lecture, il existe de nombreux ouvrages sur la psychologie sociale et les biais cognitifs qui peuvent être utiles pour approfondir la compréhension de ces concepts. Dans ce texte, l'auteur exprime son scepticisme envers certaines pratiques, telles que la médiumnité et le chamanisme. Il remet en question les techniques utilisées par les praticiens, les qualifiant de biais cognitifs et de manipulation. Il souligne l'importance de développer un esprit critique et d'apprendre à reconnaître les stratégies de manipulation et les biais cognitifs. L'auteur insiste sur le fait que nous sommes tous influençables, mais que nous devrions être conscients de ces influences afin de ne pas être manipulés. Il suggère que l'apprentissage des techniques de manipulation et des biais cognitifs devrait être enseigné à l'école pour permettre aux individus de développer un esprit critique et de prendre des décisions éclairées. Dans ce podcast, on aborde les biais cognitifs et les astuces de bien-être. On démystifie les approches de médiumnité et de magnétisme en explorant leurs limites. L'objectif est de trouver une opinion solide en éliminant les gourous, les conneries et les biais. On recommande de lire Influence et manipulation de Calvini Roberto Chiodini, ainsi que Votre cerveau vous trompe d'Albert Muckeiber pour mieux comprendre les biais cognitifs. Le cerveau utilise ces biais pour faciliter notre compréhension et prendre des décisions rapidement. Cependant, il est important de prendre conscience de ces biais et de ne pas se laisser influencer. On cite des exemples sociaux tels que l'expérience de la salle d'attente ou de l'ascenseur, qui démontrent comment les individus sont influencés par le groupe. Il est crucial d'être conscient de ces phénomènes pour éviter d'être manipulé. L'intervenant aborde le concept de biais d'engagement et de prime pour expliquer comment les gens défendent souvent leurs idées une fois qu'ils les ont exprimées. Il souligne l'importance de ne pas laisser les gens exprimer leurs croyances préjudiciables, car cela renforce leur engagement envers ces idées. Il mentionne également l'importance de prendre du recul et de réfléchir après avoir réagi émotionnellement, afin de comprendre pourquoi on a réagi de cette façon et de prendre des raccourcis mentaux différents. Il mentionne également d'autres biais cognitifs, tels que le biais d'exposition, qui peuvent influencer notre perception de la réalité. Enfin, il souligne l'importance de ne pas généraliser et de prêter attention aux différents contextes et expériences qui peuvent influencer notre perception. Si tu as vécu un an à Paris, tu sais que les transports peuvent être longs et que le métro est souvent bondé. Les Parisiens ne disent pas souvent bonjour, car cela peut entraîner des demandes d'argent ou des ennuis. En Auvergne, les gens sont plus accueillants. Il y a des sujets importants à aborder pour améliorer la vie, l'éducation et la compréhension des choses. Il est difficile de ne pas être victime des biais cognitifs, mais il est important de les reconnaître afin de mieux communiquer et présenter ses idées. Il faut éviter les généralisations et les stéréotypes. Sur les réseaux sociaux, on est souvent exposé à des informations qui confirment nos croyances, ce qui favorise les biais de confirmation. Il est important d'écouter différents points de vue. La communication sur les sujets sensibles comme la police peut être polarisée et ne laisse pas beaucoup de place à la nuance. Pendant la pandémie, on a demandé aux gens d'applaudir les infirmières, alors qu'avant ils étaient critiqués pour leur lenteur. Il est important de prendre du recul par rapport à ces informations et de ne pas se laisser manipuler par les médias. Dans cette discussion, il est question de l'importance de l'ordre des reportages dans les médias et de l'influence qu'il peut avoir sur la perception des événements. L'intervenant soulève également la question des biais cognitifs et de leur impact sur nos pratiques et nos relations personnelles. Il recommande d'apprendre à reconnaître et comprendre ces biais dès que possible, car ils influencent de nombreux aspects de notre vie. Plusieurs ressources sont partagées, notamment des podcasts et des vidéos, qui abordent ce sujet. Un médium français est également mentionné, qui utilise des techniques de lecture à chaud pour prétendre communiquer avec les défunts. Il s'agit d'une critique des pratiques de médiumnité et d'autres pratiques ésotériques. L'auteur explique comment les médiums utilisent des manipulations cognitives pour donner l'impression d'avoir des informations spécifiques provenant d'entités ou de défunts.
Il révèle comment certains médiums utilisent des astuces telles que se baser sur des prénoms communs ou fouiller sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les personnes. L'auteur souligne que ces pratiques ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides et que les résultats obtenus sont souvent dus à des biais cognitifs et des effets placebo. En conclusion, il invite les gens à remettre en question ces pratiques et à se méfier des charlatans qui les utilisent. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la croyance selon laquelle les plantes sont affectées par les émotions et les paroles des humains. Ils mentionnent qu'il y a eu des tests scientifiques qui n'ont pas réussi à prouver l'efficacité de cette théorie. Ils soulignent également qu'il y a des personnes qui explorent ce domaine pour des raisons financières et mettent en garde contre ceux qui utilisent la souffrance des autres à des fins lucratives. Ils font également référence à l'expérience personnelle d'une femme qui travaille à l'hôpital et qui dit ressentir une connexion avec les personnes en fin de vie. Ils suggèrent que cela pourrait être dû à l'énergie positive qu'elle dégage plutôt qu'à un don de passeuse d'âme. En conclusion, ils notent qu'il faudrait mener des études plus approfondies pour explorer davantage ce sujet. Dans cette discussion, il est question du choix personnel que chacun fait concernant sa spiritualité et de la manière dont on communique à ce sujet. L'interlocuteur souligne qu'il ne cautionne pas l'exploitation de la souffrance des gens ni les abus liés à certaines pratiques spirituelles. Il explique qu'il a lui-même une certaine sensibilité et intuition, mais qu'il ne cherche pas à en faire un business et qu'il ne se considère pas comme un médium ou un passeur d'âme. Il critique notamment les personnes qui se font passer pour des gourous et qui facturent des sommes importantes pour leurs services sans fournir de réels bienfaits. Il souligne le paradoxe de certaines communications dans le domaine spirituel qui peuvent endormir et manipuler les consciences. Il reconnaît cependant que nous sommes tous manipulables et influençables, même lorsque nous sommes conscients de nos biais. Il admet avoir lui-même exploré certaines pratiques spirituelles pour en faire l'expérience, mais il encourage aussi les autres à faire leurs propres expériences pour se forger leur propre opinion. En ce qui concerne ses clients, il indique qu'il respecte leurs croyances, mais s'il constate des abus ou manipulations, il n'hésite pas à en parler. Il souligne l'importance de sortir du mental et de se concentrer sur les effets psychologiques et ressentis lors de ses pratiques spirituelles. Il conclut en disant que sa manière de communiquer dépend de la situation, mais s'il constate clairement des abus, il essaie d'en parler à la personne concernée. Le passage mentionne l'expérience d'une personne qui a observé une amie s'impliquer dans une communauté néo-spirituelle et en être finalement déçue. Il souligne également la présence de certains individus manipulateurs dans le domaine spirituel. Il explique que certaines personnes possèdent des capacités médiumniques réelles, mais avertit de la nécessité de faire preuve de discernement et de prudence face aux manipulations et aux prestidigitateurs. L'auteur exprime son scepticisme envers les écoles qui enseignent ces pratiques, affirmant qu'elles manquent de rigueur scientifique. Il conclut en soulevant le point que la quête spirituelle peut parfois être motivée par l'ego et la détresse sociale, mais que la société dans son ensemble ne se porte pas nécessairement mal. Dans cette conversation, les interlocuteurs abordent différents sujets tels que les chiffres miroirs, les heures miroirs et les synchronicités. Ils discutent également de l'interprétation des messages reçus et de la façon dont les personnes sont influencées par ce qu'elles veulent entendre. L'un des interlocuteurs mentionne un stage de déménagement intérieur qu'il propose et explique que celui-ci vise à travailler sur la posture, à simplifier la pratique et à se centrer davantage sur l'humain et l'émotionnel. Il précise que pour l'instant le stage n'est disponible qu'à Bruxelles, mais qu'il envisage peut-être de le proposer à Nice et à Toulouse dans le futur. La conversation se termine avec une question sur la tenue du stage à Paris, à laquelle l'interlocuteur répond qu'il n'a pas de plan pour le moment. En résumé, la personne parle de ses réflexions concernant son orientation professionnelle. Elle exprime son désintérêt pour les stages à Paris et préfère trouver un lieu avec une ambiance plus agréable. Elle mentionne également son envie de sortir du milieu des thérapeutes et d'élargir son public en partageant sa philosophie de vie à travers des lives et des stages accessibles à un public plus large. Elle évoque l'idée d'un minimalisme version 2, qui consiste à vivre de manière plus simple et à travailler moins tout en profitant davantage de la vie. Elle se positionne dans son domaine d'expertise, qui est la connaissance de soi et le changement. En particulier dans le contexte des relations affectives et du couple. Elle envisage de développer un stage spécifique pour les thérapeutes tout en gardant une partie destinée au grand public. Enfin, elle exprime son intention de revenir aux sources et de se recentrer sur son expertise, abandonnant ainsi la création de contenu et l'écriture pour se concentrer sur son domaine de prédilection. Ce qui intéresse l'utilisateur, c'est un couple réaliste et durable, qui gère le travail, les enfants et
La vie familiale au quotidien. Il ne s'intéresse pas au couple parfait et idéal présenté sur les réseaux sociaux. Il s'intéresse également à l'éducation et à la place de l'homme et de la femme dans la société. Il envisage de créer une formation en groupe sur plusieurs mois, comprenant des modules et des exercices pratiques. Il souhaite également créer des lives interactifs pour répondre aux questions et avancer sur ce chemin. Il travaille également sur l'écriture d'un livre. Il écoute lui-même les enregistrements en accéléré et parle lui-même assez vite. Lorsqu'il dérive dans ses vidéos, le speaker accélère pour revenir rapidement au sujet principal. Pour lui, la densité du message est plus importante que la durée de la formation. Il souhaite changer de positionnement et proposer des sessions à la Frank Levy, avec un mélange de travail et d'apprentissage en mode court. Il envisage également de transformer ses coachings en mentoring, avec un suivi adaptatif et un soutien à la fois au téléphone et par écrit. Le speaker se questionne sur son appropriation de l'écosystème et se demande s'il est possible d'enrichir les contenus ou d'avoir un accompagnement pour mieux comprendre et s'approprier le sujet. Il attend une proposition en ce sens. Il semble que la personne souhaite trouver une méthode ou une astuce pour débloquer une situation ou un projet dans lequel elle est impliquée. Elle mentionne qu'elle n'a pas prévu d'autres éléments pour le moment et qu'elle considère qu'un tarif serait déjà suffisant. Elle aborde également l'importance de l'écriture et du travail sur soi pour développer son identité et sa marque. Elle mentionne que le mentoring peut être à la fois professionnel et personnel, mais qu'elle ne propose pas de thérapie. Elle explique qu'elle aide les gens à développer leur marque afin de ne pas dépendre de leur localisation géographique. Elle réfléchit également à son positionnement, sa communication et envisage de faire plus de marketing. Elle mentionne l'organisation d'une masterclass pour promouvoir sa formation sur le changement. Enfin, elle exprime son désir de changer sa posture et de trouver un équilibre en fonction de l'énergie de chacun. Dans cette intervention, l'orateur parle de l'importance des exercices dans une formation et insiste sur le fait qu'il ne faut pas les négliger. Il qualifie la formation dont il parle de balle atomique nécessitant des années de travail. Il admet ne pas en parler souvent, mais désire maintenant briller davantage à cet égard. Il mentionne également qu'il ne fait pas de promotion à la fin de ses stages, mais que certains participants ont du mal à trouver ces formations. Il explique qu'il a des doutes et pose beaucoup de questions, mais encourage les autres à ne pas laisser cela les empêcher d'agir. Il termine en annonçant les prochaines dates de ses formations et propose ses services à un prix abordable. Il conclut en demandant s'il y a des questions ou des commentaires et souhaite à tous une bonne rentrée.